à Kalea pour Oui. en exécution de cette note de service. Oui. Est-ce qu'à l'époque, il y avait des recrues? Oui. Très bien. Et vous avez exercé pendant combien de temps dans ce centre? Mois d'août à décembre. À décembre. À décembre. Très bien. Et la deuxième note de service date du 16 mars. Pourquoi ce creux de 3 mois? Où étiez-vous pendant cette période, monsieur Blaise Goumou? De décembre à mars, vous exerciez quelle fonction à l'époque? Mars, là, c'est quel acte? Bon, ça, c'est la deuxième note de service. Oui. Qui est datée du 16 mars 2009, vous nommant aux services spéciaux. Voilà. Est-ce que entre votre nomination au centre de Kalea et aux services spéciaux, vous avez occupé une autre fonction? Bien. Quand je suis arrivé de Dakar, on m'a affecté à Kalea en 2008. Jusqu'à décembre, tout le monde était mis en congé. Toutes les recrues étaient mises en congé. Faites face au tribunal. Voilà. Y compris l'encadrement. Donc l'école était déjà vide, monsieur le président. Moi-même, j'avais demandé un congé pour aller saluer les parents parce que j'avais perdu ma grande sœur lorsque j'étais à Dakar. S'il vous plaît. Voilà. Est-ce qu'on vous a nommé en 2008 au centre de Kalea, oui ou non? J'ai bien dit oui. Vous avez dit que vous avez exercé cette fonction jusqu'en décembre, oui ou non? Oui. En quoi consiste l'exercice de cette fonction? Alors, si moi, vous étiez en congé. Comme la note de service l'indique, j'étais encadré. Alors, vous avez encadré qui? Vous avez demandé s'il y avait des recrues. J'ai dit qu'il y avait des recrues. C'est vous qui venez de dire que pendant cette période, ils étaient en congé, n'est-ce pas? C'est pas ce que vous avez dit? Vous ne m'avez pas compris. C'est vous qui avez dit pourquoi. Alors faites-vous comprendre mieux. Voilà, c'est vous qui avez dit pourquoi août et puis décalage jusqu'au mois de mars là. Il parle de décembre. Vous avez dit décembre. Voilà, décembre. Donc de décembre à mars, c'est ce qu'il demande. La formation était finie. S'il vous plaît, monsieur Blaise. Oui. Vous avez été nommé au mois, si je me réfère à ce document, vous avez été nommé au mois d'août, n'est-ce pas? Oui. 2008. Oui. Est-ce que vous avez encadré des recrues, oui ou non? 2008, j'ai encadré les recrues jusqu'au mois de décembre. Très bien, très bien. Oui. Ça me suffit pour l'instant. Voilà. Merci. 2008, oui. Donc, vous avez encadré des recrues? Je n'ai pas nié. Très bien. Maintenant, entre décembre et mars, qu'est-ce que vous faisiez? Parce que c'est seulement au mois de mars que vous avez été détaché aux services spéciaux. Pendant cette période-là, qu'est-ce que vous avez fait? Mais après la formation, on rejoint à l'unité de base. Attendez, je n'arrive pas à comprendre parce que sur cette note de service, aucune durée n'est indiquée pour dire que vous partez à Kalea pour 2 ou 3 mois. Ou bien c'est indiqué. Vous avez le document avec vous, non? Consultez-le. Je peux expliquer? S'il vous plaît. Oui. Laissez-moi finir. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez le document sous les yeux, sous vos yeux? Non, dès que vous parlez, je vais me rappeler. Très bien. Donc, la question que moi je me pose, est-ce que sur ce document, il y a une période qui est indiquée pour votre service à Kalea, oui ou non? Moi, je suis venu trouver. Il y a pas. Je ne connais pas si la période était là, mais moi, je suis venu trouver. Est-ce que vous pouvez examiner ce document, répondre à la question? Il veut savoir s'il y a une période qui est déterminée, c'est tout. Est-ce qu'il y a une période qui est déterminée dans ce document? C'est ce qu'il veut savoir. Il n'y a pas une période que je vois ici. Il n'y a pas une période qui est déterminée. Merci beaucoup. On va poursuivre. Voilà. Donc, pourquoi il faut chercher, s'il vous plaît, maître. Oui. Attendez qu'on finisse de poser les questions et chercher à bien les comprendre. D'accord. Allez-y, maître. Donc, si on récapitule, du 19 août 2008, officiellement au 16 mars 2009, vous étiez en fonction à Kalea, oui ou non? Non. Dites-nous alors comment. La formation, j'ai été affecté
à Kalea en qualité d'encadreur le 19 août 2008. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, la formation, toutes les recrues, tous les encadreurs étaient mis en congé de Noël. Après les congés, puisque le CNRD était venu, les gens ont cherché à évaluer les recrues et pour les libérer. S'il vous plaît. Voilà. Les congés de Noël durent combien de temps? Monsieur Blaise Gomou. Hein? Les congés durent combien de temps dans notre pays? Et d'ailleurs, dans la chrétienté, ça dure combien de temps? Oh, de 23 au 3. Donc, ce n'est pas 3 mois. Oui. Donc, ça ne correspond pas à ce que vous déclarez ici. Mais après la formation, chacun reste à sa position. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, pas du Les tout. gens ont fini de faire leur formation. L'encadrement, là où on vous a enlevé pour aller à la formation, mais vous retournez là-bas. Il n'y a plus de recrues à former. Vous vous êtes retourné où? Vous vous êtes retourné où? J'attends votre réponse. Oui. Oui, allez-y. Minute. Ah, Après, minute. après On n'a pas le Kalea, temps. Non, s'il vous tout plaît. est mentionné Après ici. Kalea, où vous êtes retourné? Mais après Kalea, je me suis retourné à l'état-major. À l'état-major? Oui. Et vous occupiez quel poste là-bas? Non, je n'avais aucun poste. S'il vous plaît, on vous nomme officiellement à Kalea pour encadrer des recrues. Selon vous, vous terminez la formation, vous allez en congé et vous abandonnez votre poste, vous allez à l'état-major. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que c'est logique? Vous n'avez pas compris. Alors éclairez-moi, parce que ce n'est pas convaincant. S'il n'y a pas de recrues, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Est-ce que vous avez un acte à travers lequel vous avez quitté vos fonctions d'encadreur à Kalea pour rejoindre l'état-major? Est-ce que vous avez ce document ici? Non. Oui ou non? On va passer? Non. Alors, ok. Donc, on considère que vous étiez officiellement encadreur d'août 2008 à mars 2009. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Moi, j'étais plus à Kalea. Il n'y avait plus de recrues à Kalea. Je ne pouvais pas continuer à y séjourner là-bas. On va avancer, on va avancer. Ah, Votre réponse n'est pas convaincante du tout. et Voilà. pourtant, Je préfère le dire tout de suite. Alors, il a été indiqué que les recrues qui ont été encadrées à Kalea ont causé d'énormes massacres au stade. Est-ce que vous ne vous sentez pas quelque part redevable de ça? vous faites... bon, Monsieur le Président, les recrues pour lesquelles j'étais à Kalea, c'était les recrues de 2008 à l'actif du feu président général Lassana Conté. Si vous voyez le document, vous comprendrez que le document qui m'envoie là-bas est signé par l'adjoint du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Ça, c'est fini. Ils ont quitté. Le CND est venu. Il a procédé à un recrutement. À l'époque, je ne suis plus là-bas. C'était maintenant, 2009, je n'étais plus là-bas. S'il vous plaît. Donc, je ne peux pas me rendre... Le CNDD est arrivé à quelle période? Le CNDD, il est arrivé à quelle période? En décembre. Alors, donc, en décembre de quelle année? Décembre 2008. Donc, vous étiez toujours au centre là-bas, en tant qu'encadreur, oui ou non? À l'arrivée du CNDD, vous n'étiez pas au centre là-bas? Oui, mais... Alors, c'est ce qui a motivé le départ de ces recrues-là dans les unités. Je vous ai dit même qu'à l'antidrogue, ils étaient avec les élèves stagiaires, les gendarmes stagiaires. Ce sont ces recrues-là qui ont été vidés du centre, qu'on a précipité, qu'on a fait sortir du centre pour les positionner dans les différentes unités. Et certains ont été affectés chez nous. Monsieur Gomou. J'étais plus là-bas. Monsieur Gomou, vous étiez officiellement au centre de Kalea d'août 2008 à mars 2009. Je passe. On va évoluer. Très bien. Lors de votre passage ici, pendant la narration des faits, oui,
Vous avez égrené les diplômes que vous avez eus, les formations que vous avez suivies, mais vous avez dit que vous n'avez jamais bénéficié de poste, n'est-ce pas? Oui. Conséquent, c'est-à-dire en rapport avec votre formation, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Est-ce que vous n'êtes pas un frustré ou un revanchard à cette barre? Bien. Certainement, quand quelqu'un parle, je pense qu'on doit l'écouter mieux. C'est pendant ma réplique contre les allégations que Komala Toumba a perpétrées contre moi que j'ai parlé que je n'avais pas de poste. Malgré que j'avais cette formation et qu'on me considérait comme étant proche de Dadis, j'ai dit que je n'avais pas de poste de responsabilité. Est-ce que vous considérez que c'est Toumba qui vous a empêché d'avoir ces postes? Non, moi, c'est lui qui a dit que moi j'étais... Alors pourquoi vous liez le fait que vous n'avez pas eu de poste à ces explications? Quelle est la raison? La raison, oui, c'est lui qui a dit que j'étais proche de Dadis et que c'est nous qui étions les faiseurs du pouvoir et c'est nous qui avons défait le pouvoir, hein, et qu'à la veille du 27 et du 28, que nous qui étions proches, on disposait chacun de pick-up neuf. C'était pour me justifier, pour dire que, d'abord, si vous dites que moi j'étais proche de Dadis, c'est à la maison centrale où j'ai connu, où Dadis m'a connu. D'accord, je vais continuer. Voilà, c'est par rapport à ça. Ok, très bien. C'est lui qui a été le premier. À chaque fois aussi que on parle de votre service, vous aimez dire également, c'est aujourd'hui qui est arrivé. Vous vous adressez à qui, concrètement? Vous vous adressez à qui quand vous dites ça? Quand je dis que c'est aujourd'hui qui est arrivé, c'est à ceux-là qui m'ont envoyé ici pour dire que j'ai posé des actes. Qui vous a envoyé ici? Moi, j'avais l'habitude de faire cette mission. S'il vous plaît. Quand vous dites c'est aujourd'hui qui est arrivé, vous vous adressez à qui? Moi, je veux savoir à qui vous adressez. C'est au peuple de Guinée ou au procureur? Parce que ce sont les procureurs qui vous ont envoyé ici. Entre les procureurs et le peuple, à qui vous vous adressez? Moi, j'ai dit ça seulement. On ne peut pas dire ça seulement. Hein? Pour que les gens puissent reconnaître que je ne mérite pas ce sort-là. Très bien. Donc, vous attendez peut-être à une médaille. Hein? Vous vous attendez peut-être à une médaille pour service rendu. Moi, je fais mon travail, je ne réclame rien. Ah si. Quand vous dites, à chaque fois qu'on critique votre travail, vous dites, c'est aujourd'hui qui est arrivé. Comme si vous étiez un bénévole au service de la nation. Est-ce que vous n'aviez pas un salaire en contrepartie de vos services? Pourquoi tout le temps affirmer et persister? C'est aujourd'hui qui est arrivé à chaque fois qu'on critique votre façon de faire. Monsieur Blaise Goumou, vous adressez à qui? Maître. Oui. J'adresse ce propos à tout le monde. Ah, donc au peuple de Guinée. Donc vous considérez que le peuple est ingrat à votre égard? Non, pas question, c'est à ce peuple d'apprécier. Très bien. Moi, j'ai toujours mieux fait mon travail. Très bien, mais vous êtes payé aussi pour ça? C'est pourquoi j'ai toujours fait mieux mon travail. Okay. Faites face au tribunal. Voilà. Merci. Ensuite, dans la narration des faits, vous avez également dit que le président Dadis est un homme de Dieu. Pourquoi vous dites ça? Moi, j'ai déjà expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Vous savez, vous avez parlé de plusieurs aspects ici. Vous avez parlé de votre parcours. Vous avez parlé des événements du 28 septembre. Vous avez parlé de vos rapports avec Toumba. Et enfin, vous avez parlé de la discussion des faits en lien avec les infractions qui vous ont amené ici. Donc, vous devez logiquement accepter de répondre aux questions qu'on vous pose. Parce que ces questions-là se rapportent aux faits que vous avez décrits à cette barre. Mon colonel. Oui. Vous êtes procureur de surcroît. Posez votre question, s'il vous plaît. Vous savez comment ça fonctionne? Alors, pourquoi vous dites que le président Dadis est un homme de Dieu? C'est quoi un homme de Dieu pour vous? Bon, j'ai expliqué militairement, certainement vous n'avez pas compris. Je reprends. Et ce que je vais vous dire, si vous demandez ailleurs, on va vous dire que c'est vrai. Si moi je suis président de la République, mon aide de camp
qui commande mon salon, en même temps, commande la garde présidentielle. C'est un danger pour moi. Mon colonel. C'est un danger. Mon colonel. Vous ne pouvez pas comprendre. Mon colonel. Oui. Vous savez, je ne suis pas militaire ni gendarme. Ah, voilà. Mais nous savons tous comment ces services-là fonctionnent. Nous lisons et nous côtoyons aussi des militaires et des gendarmes. Donc ce n'est pas une raison pour nous donner des explications qui ne tiennent pas la route. Cette affirmation n'a rien à voir avec la gendarmerie ni l'armée. Je vais poursuivre, si vous permettez. Ah, je vous écoute. Espérez-vous un retour de votre mentor au pouvoir pour bénéficier des postes? Vous dites? Est-ce que vous espérez le retour de votre mentor au pouvoir pour espérer des postes après avoir traversé le désert? Je n'en sais rien. Très bien. Est-ce que vous croyez au miracle? Vous dites? Est-ce que vous croyez au miracle? Je ne comprends pas. Le miracle. Le miracle? Oui. Comme tout le monde. Très bien. Parce qu'il semble que le président Dadis espère faire comme Lula da Silva du Brésil. Je passe, c'était juste une information. Très bien. Vous avez indiqué ici que le 28 septembre, vous étiez en patrouille, n'est-ce pas? Affirmatif. Très bien. Que c'était quotidien. Tous les jours, il y avait une patrouille, n'est-ce pas? Affirmatif. Très bien. Alors, quand vous êtes sorti en patrouille, je ne vais pas revenir sur le nombre de personnes qui étaient avec vous, ni leur identité, parce que vous avez refusé de le dire. À quel moment le colonel Thieboro vous a appelé pendant votre patrouille? Pendant la journée, pendant que j'étais déjà à Amdalaï. Est-ce que vous savez que le colonel Thieboro a affirmé à cette barre qu'il est venu par hasard au stade du 28 septembre? Vous le savez? Il m'a appelé. S'il vous plaît, est-ce que vous savez, est-ce que vous vous souvenez, puisque vous étiez là, de la déclaration du colonel Thieboro indiquant qu'il est allé au stade par hasard? Il était de passage. Je ne me souviens pas. Alors je vous apprends. D'accord. Très bien. Donc le colonel Thieboro dit qu'il est allé au stade par hasard. Et vous êtes allé là-bas comment? Par hasard ou sur la sollicitation? J'ai déjà expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Ah, vous voulez vous murer dans le silence, n'est-ce pas? Ça ne vous aidera pas ici. Très bien. Vous venez au stade. On est d'accord que ce n'était pas votre mission de venir au stade, oui ou non? Ou bien c'était dans votre mission? J'ai expliqué largement, je ne peux plus revenir sur ça. Est-ce que vous étiez obligé de venir au stade du 28 septembre au moment des faits? Vous étiez obligé? J'ai expliqué. Est-ce que vous faisiez partie du maintien d'ordre? Non. Ok. Est-ce que vous vous souvenez de la déclaration? Est-ce que vous avez lu le procès verbal d'interrogatoire de Claude Pivy? Non. Alors, dans ce procès verbal d'interrogatoire, il est clairement indiqué que c'est le colonel Thieboro qui était en charge du maintien d'ordre. Qu'en pensez-vous? Non. J'ai toujours dit, hein, même les civils, même les militaires, tout le monde pense que le gendarme, sa mission principale, c'est le maintien d'ordre. Il appartient à nous, techniciens, de vous faire le détail, de vous parler les différentes composantes de la gendarmerie, avec les attributions qui y sied. Est-ce que, avec tout ce qui s'est passé au stade, on ne peut pas confirmer ici qu'effectivement le colonel Thieboro était au stade dans le cadre du maintien d'ordre? Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas confirmer? Je ne peux pas confirmer. Très bien. Vous étiez combien de pick-up le 28 septembre dans le cadre de la patrouille? Il y avait combien de pick-up? J'ai dit 3. Donc vous êtes en contradiction avec votre patron. Le colonel Thieboro a dit qu'il y avait 4 pick-up. 2 de l'autoroute, 2 sur l'axe Le Prince. Entre vous deux, qui ne dit pas la vérité? J'ai dit qu'il y avait 3. Et les 3 chefs sont véritablement identifiés dans les PV. Donc celui qui dit qu'il y avait 4 n'a pas dit la vérité? Je n'en sais pas. Très bien, je n'en sais rien. On va continuer. Au moment des faits, monsieur Blaise Goumou, vous avez indiqué que votre travail
si on reste dans le cadre de la patrouille, avant de venir au stade, que votre travail consistait à protéger les biens des citoyens contre les loupards, n'est-ce pas? Oui. Quand il y a une manifestation. Oui. Les loupards là, est-ce que les forces de défense et de sécurité font partie? En cas de manifestation, les forces de défense et de sécurité ne sont pas admises sur le terrain. Est-ce que les policiers et gendarmes, alors, pour être plus simple, dans le cadre d'un novice comme moi, est-ce que ces policiers et gendarmes indélicats faisaient partie de votre service? C'est-à-dire que, est-ce qu'eux aussi, ils étaient pourchassés et empêchés de piller les boutiques et les magasins par vos services? Mais si même un gendarme ou bien un policier se lance dans cette aventure, si nous le trouvons, nous le prenons. Est-ce que vous pouvez dire que votre service a eu du succès dans ce domaine avec le temps? Voilà. Notre service a eu de véritables succès. Très bien. Dans ce domaine. Beaucoup même. Très bien. Si le temps me permettra, non, je vais expliquer. On ne va pas donner tous les exemples. Moi, je voudrais juste vous faire réagir sur ça. Est-ce que toutes les manifestations politiques se sont soldées par des pillages? Où étaient vos services alors? Si vous avez enregistré des succès, où étaient vos services? Autant du CNDD. Autant du CNDD, oui. Oui. Ouais, mais... Le 28 septembre et les jours qui ont suivi, plusieurs citoyens ont été victimes de pillages. Où étaient vos services? Mais nous faisions régulièrement nos patrouilles. On n'est pas Dieu pour dire que tel côté, ils sont en train de piller. C'est ce qui nous a permis même de mettre en place des numéros verts. Des numéros verts. Est-ce qu'on ne peut pas, avec modestie, dire que vous avez échoué dans ce domaine-là, puisqu'il y a eu des pillages? Puisque c'est votre rôle de protéger les citoyens. Vous n'avez pas échoué? On n'a pas échoué. Ah bon? Ah bien sûr. Et ceux qui ont été pillés, qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas que cela arrive? Si le pillage se passe à notre présence, nous agissons. Mais vous devez être présent. Justement. Mais Conakry est plus grand que notre effectif. Mais vous êtes engagé pour ça. Vous êtes allé au drapeau pour ça. Donc vous ne pouvez pas démissionner. Oui ou non? Et ce n'est pas une démission que de dire que Conakry est grand. Maître. Oui. On a fait beaucoup d'exploits. Moi, je parle du domaine de pillage. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez empêché qui de piller qui? Le 28 septembre, vous avez réussi? Oui ou non? Je ne sais pas. Très bien. Vous avez aussi, dans votre interrogatoire, fait la différence entre les escadrons mobiles et les escadrons départementaux. N'est-ce pas? Affirmatif. À ce sujet, d'ailleurs, vous vous êtes livré à un petit cours magistral, pour lequel, d'ailleurs, je vais vous remercier. Vous avez dit que pour les escadrons mobiles, ce sont eux qui sont chargés du maintien d'ordre. Oui ou non? Affirmatif. Les escadrons départementaux n'interviennent pas dans le maintien d'ordre. N'est-ce pas? Affirmatif. Alors, permettez-moi de vous contredire à travers le procès verbal d'audition de témoin du général Baldé, votre patron. Voilà ce qu'il dit. Et je vais demander l'indulgence du président pour que je puisse lire 3 paragraphes. Merci, Monsieur le Président. À la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette rencontre, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant les informations qui étaient en notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Là, je continue. Attendez, c'est à la 2e page pour vos avocats. Le 2e paragraphe, c'est interrogation-réponse. La mission qui avait été assignée à la gendarmerie était d'empêcher tout regroupement en premier lieu et de disperser par les moyens conventionnels les foules en second lieu. Ensuite, le 3e paragraphe. Pour l'exécution de notre mission, nous avions mis en place un dispositif statique comprenant les 3 escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les 6 escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Est-ce que dans ces conditions, votre thèse tient? Maître. Oui. Mais vous n'avez pas compris. Je n'ai pas...
Éclairez-moi. Voilà. Éclairez-moi. Vous n'avez pas compris. Éclairez-moi. Il a articulé les forces à sa disposition pour faire face à ce mouvement. Est-ce que... 3 escadrons mobiles. Pour faire quoi? Pour le maintien de l'ordre public. Oui, ensuite. Les escadrons départementaux Oui. sont statiques. Où? Oui. Dans leur position. Attendez. Peut-être que je vais relire le paragraphe. Ah, lisez. Très bien. Pour l'exécution de notre mission, nous avions mis en place un dispositif statique de 3 départements, de 3 escadrons départementaux de 150 hommes et un dispositif mobile dans le cadre du maintien d'ordre. Mais est-ce que ce n'est pas dans le cadre du maintien d'ordre que ces 3 départements, des 3 escadrons départementaux ont été mobilisés? On n'engage pas, renseignez-vous bien, Monsieur le Président, on n'engage pas les escadrons départementaux là, en maintien d'ordre. Ça sera du tort. Comment voulez-vous que vous donnez les moyens conventionnels aux escadrons mobiles, avec des cougars, avec des moyens de déplacement des véhicules, avec des gaz lacrymogènes, et l'autre côté, ils sont sans moyens, vous les engagez, ça peut marcher? Est-ce que ces trois escadrons n'ont pas été mobilisés dans le cadre du maintien d'ordre? Oui, ça, vous parlez de le général Badé, s'il a articulé ses forces, il était le chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Donc c'est possible. Nous, notre... Non, attendez, on n'est pas arrivé à vous. Moi, je voudrais juste vous dire que dans certaines situations, il est bel et bien possible que les 2 escadrons collaborent dans le cadre du maintien d'ordre. C'était ça l'objectif de ma lecture. Et ça, vous ne pouvez pas le contester, même si vous êtes gendarme dans l'âme. Merci. Maintenant, on va venir à vos services, les services spéciaux. Ouais. Est-ce que vos éléments faisaient partie, ont été mobilisés dans le cadre du maintien d'ordre? Nous faisions notre mission quotidienne. Donc c'est non. Nous faisions notre mission quotidienne. Monsieur le Président, je voudrais peut-être que vous m'aidiez, puisque peut-être qu'il n'a pas compris la question. Est-ce que vos services faisaient partie du maintien d'ordre? J'ai répondu à maintes reprises, j'ai dit non. Répondez encore, s'il vous plaît. Non. Merci beaucoup. Et alors, comment vos services se sont retrouvés au stade? Je n'ai plus de réponse. Et pour quel motif? Je n'ai plus de réponse. Très bien. J'en ai parlé. Il faut distribuer. Non, non, c'est pas ça. Monsieur le Président, nous avons quelques pièces à produire. Monsieur le Président, juste une minute. Nous nous excusons pour ce petit retard. Voilà. Il faut distribuer, je laisse une copie ici. Nous avons une photo qu'on va vous communiquer afin que on puisse commenter ensemble, si vous permettez. Alors, Monsieur Blaise Goumou, est-ce que vous voyez la photo? Oui. Qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Je vois les éléments des services spéciaux qui interpellent un citoyen ici. Est-ce qu'ils sont nombreux sur la photo ou ils sont pas nombreux? Ils sont nombreux. Je vois. Oui. Est-ce qu'on peut les compter? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 éléments sur cette photo.
N'est-ce pas? Très bien. Et l'action qui est en train d'être exercée sur ce citoyen ne constitue pas une interpellation? J'ai bien dit que c'était dans S'il vous plaît, répondez. C'est une interpellation. Très bien. Cette interpellation a eu lieu dans quel cadre? À votre avis, en voyant la photo, c'est dans quel cadre? Je ne sais pas. Vous êtes gendarme? Oui. Est-ce que ce n'est pas dans le cadre du maintien d'ordre? Monsieur... Ce n'est pas seulement au maintien d'ordre qu'on interpelle, parce que quand vous dites que c'est une interpellation. Monsieur Blaise Gomou. Oui, maître. Ce n'est pas dans le cadre du maintien d'ordre, ici? Mais comme ce n'est pas moi qui suis là-bas, donc... Non, je ne suis pas arrivé là-bas. Le fait de manifester le 28 septembre était une façon de souiller cette journée. Qu'est-ce que cela signifie? Je dis et je réitère, le 28 septembre était une journée historique. Et je suis resté à faire des détails, des explications. Et le président a dit de poser une autre question. Par rapport à ce que vous voulez dire, maître, je ne saurais vous répondre. Très bien. Donc, raison pour laquelle vous avez ordonné que la manifestation soit écrasée, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas la suite logique? Non, maître. Très bien. Je n'ai pas ordonné. Très bien. Vous avez également dit que pour masquer ce qui allait arriver, vous avez fait faire par votre chef d'état-major un communiqué interdisant à tous les ordonnant le casernement de tous les militaires, n'est-ce pas? Oui ou non? Mais vous avez l'acte. Posez la question. Mais c'est déjà fait. Oui, mais posez la question. C'est une question. On s'entend bien aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait faire par votre chef d'état-major général des armées un communiqué ordonnant le casernement de tous les militaires le 28 septembre 2009, mon capitaine? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que cette consigne a été respectée de votre point de vue? Moi, j'ai donné des instructions. Si, par contre, certains ont désobéi. Quand vous dites certains, vous pensez à qui? Oui, c'est que les bérets rouges qui sont partis au stade, je parle d'eux. Comment? Les bérets rouges. Les bérets rouges, qui étaient sous commandement de qui? Mais être sous le commandement d'une hiérarchie et puis désobéir font d'eux. S'il vous plaît, quand il y a un casernement, je vous ai suivi, vous avez dit au camp qu'il y a au moins 7 barrages, n'est-ce pas? Oui. Alors, si un communiqué est passé à la radio par le chef d'état-major général des armées avec au camp, est-ce que ceux qui sont dans le camp peuvent sortir sans que le chef d'état-major ne soit informé? Est-ce que c'est possible? Mais si le chef d'état-major lui-même et le président ne sont pas informés au courant de la sortie de quelques militaires. Est-ce que, suite à un ordre de casernement, des mesures spécifiques ne sont pas prises? C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de l'indiscipline. Parce que lorsque le soldat est indiscipliné, vous allez beau prendre des mesures, mais l'indiscipline étant, il y a toujours des... Est-ce que, mon capitaine, si réellement ce tact a été pris, il est constant, n'est-ce pas? Et qu'il y a 7 barrages au camp, ceux qui sortent reçoivent des ordres et une autorisation express? Non. Autrement, d'accord. J'ai dit non. Autrement, ils sont empêchés par les soldats qui sont au niveau des barrages, oui ou non? Ça, c'est une analyse civile que vous faites. Très bien. Dans ces conditions, à quoi servent ces barrages dans le camp? Puisque vous-même, avant d'être président ou capitaine, vous êtes un homme du rang. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous voulez forcément que je vienne dans votre esprit.
J'ai dit, même s'il y a 20 ou 30 ou 50 barrages, qu'il y a interdiction, si c'est pourquoi dans l'armée le terme d'indiscipline, on parle de l'indiscipline des hommes qui n'obéissent pas. Un tel cas, ce n'est pas... Mon capitaine, cela n'a aucune logique pour moi. Oui, mais si ça n'a aucune logique pour vous, ça n'a pas aussi de logique pour moi. Très bien, donc on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord par rapport à ce que vous dites. Très bien, je vais continuer. Est-ce que vous pensez que, d'abord, ces barrages, si ces bérets rouges dont il est question n'ont pas reçu d'instruction ni d'autorisation pour sortir, ce qui est certain, des informations auraient été données à ceux qui gèrent le camp, oui ou non? Mais c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Je dis, une information peut être donnée. Le chef prend la décision. Mais s'il y a des cas d'indiscipline, est-ce que le chef est là en train de marcher derrière les hommes en uniforme? Non. Dites-moi, mon capitaine, vous parlez toujours d'indiscipline. Mais c'est ça, c'est ce qui fait d'ailleurs... Attendez que je pose la question. C'est ce qui caractérise même l'armée. C'est différent, comme de la vie civile. Attendez la question. Attendez la question. Et dans ces conditions, puisque c'est bérets rouges, vous serez d'accord avec moi qu'il y a au moins une cinquantaine de bérets rouges qui ont perpétré ces massacres, n'est-ce pas? Donc, leur sortie au camp ne peut pas passer inaperçue, oui ou non? Vrai ou faux? Posez la question. Mais elle est faite, c'est déjà fait, mon capitaine. Inaperçu? Oui, ça dépend. Ça dépend de quoi? Oui, ça dépend si, lors de leur passage, il y a des gens qui sont là, qui assistent au départ. Mais il y a toujours des gens, puisque vous-même vous dites qu'il y a 7 barrages. Mais puisque ce n'est pas moi, c'est moi qui suis là, ce n'est pas autre personne. Posez la question, est-ce qu'ils peuvent sortir sans que... Mon capitaine, on va pas inverser les rôles. Ah bon, donc moi... Ne me conseillez pas pour mes questions. Contentez-vous de les répondre, aux questions. Mais puisque c'est moi qui suis là, vous me posez la question. Maintenant, moi, vous ne pouvez pas me dire c'est comme ça que tu vas poser la question. Vous vous contentez de répondre donc, de votre manière. Pour moi, par rapport à cette question, si cette question était directement liée à moi, j'allais vous répondre. Mais puisque la question n'est pas bien posée à ce que je cherche, je ne peux pas répondre à votre question en ce moment. Mais vous savez, on peut partager la bonne foi ici. Je suis d'accord. Alors, et la logique, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Alors, donc, répondez à la question, mon capitaine, s'il vous plaît. Non, maître, on est devant un tribunal criminel. On est en train de faire un débat, c'est pas que... Non, c'est pas un débat. Non, attends, mais... Non, c'est pas un débat. Mais on n'est pas en train de se caresser, maître. Quelle est la question, maître? Monsieur le Président, si vous pouvez m'aider, moi j'ai dit qu'il est d'accord avec moi qu'il y a au moins une cinquantaine de bérets rouges qui sont allés perpétrer les massacres, ainsi qu'une centaine peut-être de recrues. Tous ces gens ne peuvent pas sortir inaperçus du camp, dès lors qu'il y a une interdiction formelle de sortir du camp. Oui ou non? Oui. Alors, dans ces conditions, avec ces barrages, il y a au moins une dizaine de pick-up. Si ces gens-là sortent du camp, ce qui est sûr, des informations peuvent être remontées au chef d'état-major, oui ou non? Ça peut être remonté. Très bien, très bien. Tout comme ça peut ne pas être remonté. Ah, pourquoi? J'ai dit ça peut être remonté, tout comme ça peut ne pas être... À votre avis, pour quelle raison le chef d'état-major a pris un communiqué pour ordonner le casernement? C'était pour quelle fin? Oui, c'est ce que je ne réponds pas à la négation. J'ai dit... Est-ce que je peux vous aider? Oui. Est-ce que ce n'est pas empêcher les militaires de sortir? N'est-ce pas? Il a fait ça pourquoi? Parce que c'était dans son rôle de protéger le pouvoir, oui ou non?
pour empêcher que demain on dise que des bérets rouges sont allés perpétrer des massacres, oui ou non? Ce n'était pas dans cette optique? Maintenant, par rapport à cette question... Suivez ma logique seulement, n'est-ce pas? Il prend un communiqué pour empêcher que des militaires sortent du camp, n'est-ce pas? Ça c'est salutaire, c'est ce qui est normal. Mais dès lors qu'une centaine de bérets rouges sortent du camp, il est automatiquement informé parce qu'il y a au moins 7 barrages, oui ou non? Oui, comme vous voulez que j'accepte Louis, oui. Merci mon capitaine, merci beaucoup. Maintenant, est-ce que vous pensez pouvoir soutenir ici qu'une telle information peut ne pas être portée à la connaissance du commandant en chef, qui est le chef suprême des armées? Vous pensez que c'est possible ça, mon capitaine? Donc, pour ne pas allonger, je vois maintenant la question. C'est pourquoi j'ai dit, je voulais avoir effectivement votre conviction. C'est pour cette raison que j'ai dit que l'information peut lui être remontée ou pas. Alors, si cette information ne lui a pas été remontée le jour même des événements du stade, j'estime que si il était à ma place, il aurait mieux répondu. Mon capitaine, vous savez, il y a une organisation au camp. Il y a les hommes de rang, il y a les chefs de section, ainsi de suite, jusqu'au niveau du chef d'état-major, et puis vous venez coiffer tout, n'est-ce pas? Oui ou non? Posez votre question. D'accord, je continue. Maintenant, dites-moi, est-ce que les barrages là, les barrages au camp sont réglementés? Les sorties et les entrées sont systématiquement mentionnées dans des registres, oui ou non? Mentionné dans les registres comme vous l'imaginez, non? Comment ça se faisait, puisque vous avez été homme de rang? Non. Quand vous dites qu'il n'y a pas un registre... Il n'y a pas de rapports qui sont faits quotidiennement pour signaler que telle personne est sortie, telle personne est rentrée? Il n'y a pas de contrôle au camp, mon capitaine? C'est ce que vous voulez dire? Non, attends, ici, si vous parlez de registre, si c'est des civils, par exemple, qui viennent pour des services ou bien qui viennent pour voir l'autorité, il y a un registre pour ça. Mais en ce qui concerne la sortie d'un véhicule ou des véhicules, je n'ai jamais eu, m'a jamais dit qu'il y avait un registre pour ça. Très bien. Et dans tous les cas, mon capitaine, je crois qu'on peut s'accorder sur une chose. 15-20 pick-up ne peuvent pas sortir du camp sans que quelqu'un ne les aperçoive. Mais je vais poursuivre. 20 pick-up, vous les avez vus? Oui. Vous les avez vus? Non, on a appris. Vous ne pouvez pas poser de questions encore une fois. Vous ne posez pas de questions. Bon, si vous pensez que c'est 20 pick-up qui sont sortis... Donc, vous ne pouvez pas ignorer que des militaires ont quitté le camp pour aller massacrer. Si. D'accord, d'accord. Le tribunal appréciera. Est-ce que vous pensez que... Comment expliquez-vous, mon capitaine, la barbarie qui a été utilisée par ces bérets rouges et miliciens pour commettre ces exactions? Est-ce que cela peut s'expliquer par quoi, à votre avis? Quelle explication que vous voulez que je donne? Je ne sais pas. C'est un acte ignoble. Est-ce que ces bérets rouges n'ont pas été justement conditionnés pour aller commettre ces exactions? Parce qu'on ne peut pas quand même croire que des bérets rouges sortent volontairement dans un camp pour aller commettre ces exactions si ils n'ont pas reçu d'instruction ou ils n'ont pas été incités à le faire. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Oui, mais puisque vous employez le conditionnel... Oui. Et le conditionnel, j'estime qu'on n'est pas dans le conditionnel ici. Très bien. Et est-ce que, donc on peut
vous croire que ces Béréris sont simplement assoiffés de sang. Que c'est? Ils sont tout simplement assoiffés de sang. Parce qu'il y a eu des mares de sang au stade. N'est-ce pas? J'ai qualifié de cela d'un acte ignoble, qui est inadmissible. Est-ce que, mon capitaine, étant donné la situation, l'ambiance qui régnait au camp, est-ce que ces agissements n'étaient pas destinés à sauver votre pouvoir, mon capitaine? Non, la question est bien précise, non. Vous croyez? J'ai dit oui, non. Très bien. Alors, comment expliquez-vous que vous menaciez des opposants la veille de la manifestation? Pourquoi? Quel était le but? Je n'ai menacé aucun manifestant. Je ne vais pas revenir sur le contenu du PV de M. Sidi Atouré. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, si vous voulez encore... Mais que attendez que je finisse. Oui, ça c'est ce que vous dites. Parce que cette déclaration n'est pas une parole d'évangile. Si vous y pensez, moi je dis que non. Je n'ai pas manifesté. Je n'ai pas menacé de manifestants. Est-ce que, au moment des faits, vous craignez des coups d'État? De craindre quoi? Si vous craignez d'être renversé par d'autres putschistes, vous n'aviez pas une crainte? Non. Alors pourquoi ça, Alphonse et Haïdor ont été arrêtés? Que pourquoi? Ça, Alphonse Touré et commandant Haïdor Ba, qui commandait le régiment. Pourquoi ces deux-là ont été arrêtés? Si vous ne craignez pas des coups d'État. Oui, mais vous savez que moi, je ne veux pas rentrer dans des détails que j'en ai déjà parlé. Si vous ne m'avez pas très bien suivi la façon dont ces trois éléments ont été arrêtés, le but et le motif, je ne peux plus revenir là-dessus. D'accord, je suis d'accord avec vous, puisque vous en avez peut-être parlé. Et vous avez dit une fois ici que c'est justement parce qu'on vous a manipulé que vous avez fait arrêter ces deux-là, n'est-ce pas? Que j'ai été? Vous avez été trompé, si vous préférez, par le général Sekouba, n'est-ce pas? Non, trompé, le terme est très... Le terme n'a pas sa place. Trahi. Ok, vous avez été trahi, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que quand le général Sekouba est arrivé au pouvoir, il a nommé ces deux à des hauts postes de responsabilité? Il les a nommés à des hauts postes de responsabilité quand vous avez quitté. Comment expliquez-vous ça? Lesquels? Ça, Alphonse Touré, par exemple. Ah, s'il les a nommés, c'est peut-être qu'il avait pris conscience. Et puisque vous êtes dans une logique, il y a eu beaucoup de cas comme ça. C'est pourquoi là, je parle de trahison. Vous savez ce qui m'intrigue, mon capitaine? Vous dites, ça, Alphonse était un des proches de Sekouba, n'est-ce pas? Selon vous, c'est parce que le général Sekouba vous a trahi qu'il vous a conduit à arrêter ces éléments les plus proches. Vous ne m'avez pas compris, maître. Éclairez-moi. Je n'ai pas dit que ça, Alphonse, était un élément de Sekouba. J'ai plutôt dit Claude Pivy, ça, Alphonse, était un élément de... Oui, je termine. Le colonel Claude Pivy, c'est Haïdor Ba, qui était l'adjoint du général Sekouba. Je retiens encore tout ce que j'ai eu à dire ici. D'accord, je vais passer. Mais je voudrais juste vous signifier qu'il y avait une contradiction à ce niveau. Tout simplement. On va poursuivre. Vous avez dit ici, et c'est par là que je vais terminer, que quand vous avez été victime d'une tentative d'assassinat, que les accords de Ouagadougou, c'est un de vos conseillers qui en a parlé, donc on estime qu'on a le droit aussi de poser des questions. Vous avez dit que vous avez été ignoré, parce que pour vous, vous deviez rester président de la transition, n'est-ce pas? Pourquoi dites-vous cela, mon capitaine?
Oui, mais j'ai accompagné de cela par suite à la trahison et c'était la suite effectivement du complot. Mais vous avez pris le pouvoir par la force, n'oubliez pas. Ou bien vous avez une quelconque légitimité à prendre le pouvoir. Je ne réponds pas à la question. Alors, je ne réponds pas à la question, puisque ça ne fait pas partie des faits pour lesquels je suis là. Si je vous ai parlé, c'est de bonne foi. Pour ne pas que vous dites que je suis en train de fuir vos questions. Autrement, je ne réponds pas à cette question parce que ce n'est pas les accords de Ouaga qui me fait venir devant le tribunal. Je ne réponds pas à cette question, si c'est comme ça. Mon capitaine, on va se calmer et poursuivre. Vous avez dit qu'on a même bloqué votre budget de souveraineté, n'est-ce pas? J'ai dit, maître, j'ai voulu juste me prêter à vos questions, mais si vous faites de cela quelque chose de très important et que vous ne voulez pas me comprendre, et qui n'est d'ailleurs pas un fait, un des faits pour lesquels je suis devant le tribunal, mon capitaine, je ne saurais répondre à cette question. Pour finir, mon capitaine, oui.